On n'avait pas le droit de jouer au foot, moi, dans l'école où j'étais. C'était une école de filles, on n'avait pas le droit de taper dans le ballon avec le pied. Ça fait but 1-0, ouverture du score des Lyonnaises. Voilà, frappe, la reprise de C'était pas agréable, c'était que des critiques. Quelle ouverture du score, magnifique. C'était jamais qu'est-ce qu'elle joue bien, c'était que c'était pas ma place en fait. On arrivait sur le terrain, des fois les deux équipes, il n'y avait pas d'arbitre officiel. Eugénie Le Sommer pour l'ouverture du score dans cette finale. C'était imposé à l'école, on devait faire du hand. Et pourquoi il n'y aurait pas eu le foot à ce moment-là? Je vois pas la différence, quoi. Ça me rassénère parce que je me dis, finalement, moi j'étais pas dans le faux. Toutes ces filles qui ont joué anonymement là, dans les terrains de choux, on est satisfaites parce qu'on se dit, c'est nous qui avions raison. Je suis Claudine Le Sommer, la maman d'Eugénie. Eugénie est la 5e de la fratrie. Donc elle est née en 89 à Grasse, puisqu'on habitait à côté de Cannes à ce moment-là. Alors de profession, je suis un retraité de la police nationale. Donc j'ai fait 7 ou 8 déménagements maintenant. J'ai été partout en France. Pour moi, je pense que c'était la plus discrète. Donc on était 9 enfants, il y avait des embrouilles. Hein. Et elle c'était la Suisse, pas d'embrouille. Moi, j'ai voulu faire du foot quand j'étais jeune. Naturellement, en fait, la question s'est même pas posée. C'est vrai qu'à la maison, il y avait toujours un match de foot, on partage en famille. Enfin, ça faisait partie de notre vie. Dès qu'il y avait un match, je regardais, même si c'était un match de district ou de région. Je me souviens, quand je travaillais, je posais un congé de courte durée pour aller voir les matchs. À l'époque, c'était le FC Nantes qui jouait en Coupe d'Europe. Ma mère faisait beaucoup de sport, mon père aussi, et du coup, très jeunes, ils nous ont tous mis au sport. Eugénie, c'est très particulier, c'est-à-dire que c'est comme si elle était née avec un ballon dans les mains. Enfin, c'est incroyable ce rapport qu'elle a avec le ballon. Elle n'a jamais joué aux poupées, c'était ballon. Il fallait toujours avoir un ballon. Toujours avoir un ballon. Partout où on allait, il fallait avoir un ballon. Les autres mettaient les poupées, les poussettes, tout, les livres, et elle mettait le ballon dans la voiture. De toute petite, elle disait « je veux jouer au foot, moi, je veux jouer au foot, moi ». Alors c'est là qu'on a eu l'idée de la mettre au baby judo, pour déjà qu'elle fasse une activité. Et puis je dis peut-être qu'une fois qu'elle sera dans le judo, le foot, ça va peut-être s'atténuer, ça deviendra moins une obsession. Parce que c'était une obsession quand même. J'adorais le foot, mais j'étais pas pour pousser mes enfants dans le foot, vu que moi j'avais quand même eu beaucoup de déceptions et que je voyais que c'était un milieu quand même très particulier pour les filles. Le foot, c'était pas valorisant pour une fille, c'était la critique tout de suite. C'est quand j'ai vu qu'elle avait des talents, des dons, parce que c'est des dons, que je me suis dit c'est quand même criminel de l'empêcher de jouer. Faut la laisser faire ce qu'elle veut. Quand elle en aura marre, elle arrêtera, puis c'est tout. Bienvenue à l'avenir de Plumergat. Chaque génération a été dans le club, a joué pour le club. Donc forcément, la famille Le Sommer est important pour la commune de Plumergat. Là, on arrive sur les 60 ans du club, donc ce qui est quand même important. On est assez ancré dans la commune. On est la seule association sportive collective. C'est un lieu de rassemblement. Quand on a match le dimanche, on arrive à plus de 150 personnes. Donc à la fois, c'est important pour le club, mais aussi pour la commune, de se retrouver les sponsors, les personnes qui travaillent. Le dimanche, c'est un peu le moment convivial pour Plumergat. En primaire,
Elle recevait des engueulades par l'instit parce qu'elle jouait au ballon dans la cour. Elle se faisait engueuler. Elle lui disait « T'as pas autre chose à faire ?» qu'elle lui disait. Et j'ai été voir, moi, l'instit, pour la défendre. Je lui ai dit « Mais j'ai dit, comment ça se fait ?» Je dis que vous l'avez grondée. Je dis « Pour le ballon ?» Je dis « Mais si c'est son truc. » Je dis « Elle a pas envie de jouer à la marelle. » Moi, je me retrouvais 50 ans avant. Hein. Là, j'avais l'impression qu'on régressait, là. Elle m'avait dit c'est pas le ballon qui va la faire vivre. Le sommaire, hein, auteur de 5 buts depuis le début de la compétition. Allez, Eugénie Le Sommer qui est passé sur le côté droit, qui a de l'espace. Il y a du monde au centre. Lara Ducalman au bout du poteau. Lara Ducalman et ça rentre pour la Suissesse. Le deuxième but de l'Ouest féminin qui va certainement remporter la Ligue des Champions. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part d'Eugénie Le Sommer. Et la frappe pleine lucarne. J'étais affecté à l'école de police de Périgueux qui s'ouvrait en 95. Et donc j'ai recherché un club de foot aussi pour moi pour jouer. Je jouais avec Trélissac et elle est venue avec Trélissac. C'était la banlieue de Périgueux. Et en fait, c'était la région du rugby. Mais Trélissac avait réussi à faire éclater le foot. Donc elle s'est trouvée à ce moment-là dans une conjoncture intéressante parce que c'était valorisant. Didier Delmas, 67 ans. J'étais au club de Trélissac, dont j'ai entraîné Eugénie de 95 à 98. Moi, je l'ai vu arriver un mercredi après-midi, même pas de sac, juste la tenue, les crampons. C'est quand qu'on va sur le terrain. Voilà ce qu'elle a dit. Ces week-ends d'Eugénie, ils étaient animés. Hein. On partait en quart. On revenait le dimanche soir crevé, mais content, avec des coupes. Et il faisait des super déplacements, quoi. Et elle était reconnue. Elle était reconnue à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'elle avait sa place dans l'équipe, comme les garçons. Elle était capable de partir de son but, et elle allait de l'autre côté marquer le but. Voilà. Si on ne lui disait pas, bon, terminé, maintenant on arrête, je te mets sur la touche, sinon les autres ne jouent pas. S'il a fallu lui apprendre la collectivité, on va dire, le collectif d'une équipe, être arrivé à lui faire lâcher le ballon, à lui faire comprendre que le foot c'est un sport collectif, je ne suis pas mécontent parce que j'ai mis un moment. Hein. C'était beau à voir, c'était un beau football, les gamins ils s'entendaient bien, il y avait une très bonne gestion. Les intervenants aussi étaient très bien, il y avait de bons entraîneurs. C'était un club qui était très bien structuré à l'époque. Gwen, tu veux venir jouer au foot avec moi ? Non, alors du coup elle allait chercher quelqu'un d'autre. Ou alors quand elle se retrouvait toute seule, parce que nous on faisait autre chose, on préférait faire de la gym dans le jardin, et on avait le droit au tapé de ballon contre le mur de la maison. Et Eugénie, elle était dans son petit monde. Rien que le survêt que de cheval, ouais, je me disais, j'ai des sœurs qui, je comprends pas, j'ai des sœurs hyper coquettes, et elles, on en rigolait, mais on disait, tu veux pas mettre un jean ou... Et un jour, je lui dis, mais Eugénie, tu veux pas essayer mes vêtements ? On faisait à peu près la même taille, le même gabarit. Tu veux pas essayer ? Oui, si tu veux. Donc je l'habille avec mes vêtements. Et là, elle se regarde dans le miroir et elle fait, mais Gwen, comment tu m'as déguisée ? Quand j'habitais Périgueux, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller d'aller sur Bordeaux, Arcachon en week-end, d'aller voir la mer. J'ai besoin de la voir, même si je ne vais pas dedans, il faut qu'elle soit là, qu'elle soit pas loin. On critique toujours la région où on est né, et je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'avantages à revenir chez moi, dans mon pays où je suis née, où j'ai quand même mes racines, que d'aller dans un endroit où j'ai pas vécu, où j'arrive comme ça, je débarque. Comme tout fonctionnaire de police qui va commencer sa carrière à Paris, la première chose qu'il cherche, c'est avoir une mutation en Bretagne, mais c'est quasiment impossible, quoi. J'avais réussi.
Toute la famille est de cette région-là, que ce soit la famille de mon épouse ou bien ma famille à moi. C'est un endroit où on se sent bien, où on prend vraiment toutes ses attaches. Vraiment, je pense, ressourçant. Ouais. Quand je suis arrivé à Lorient au niveau du commissariat, la première chose que j'ai cherché, c'est de trouver un club de foot, parce que je jouais ailleurs, que ce soit en vétéran ou en loisir. Le hasard a fait que j'ai trouvé un club qui s'appelait l'AS Guermeur, et puis j'ai commencé dans ce club-là, et ça s'est très bien passé jusqu'à ce que je parte. On habitait pas très loin. Moi, je jouais en jeune et en senior après ici. Et puis Eugénie aussi a joué sur ce terrain. Et on s'entraînait et elle a fait aussi des tournois sur le terrain derrière. C'était un stabilisé à l'époque. Maintenant, on n'en voit plus beaucoup, mais c'était ça, ouais. À l'époque, les filles, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Et une petite tête blonde là qui jouait, puis qui jouait bien pour le coup. Et du coup c'est des souvenirs, ouais, je pense. Ouais. Et je crois que sur l'action, là, je suis en train de frapper Eugénie qui est là. On voit déjà quand même le gabarit. Là. Voilà. Encore Eugénie là avec le ballon. Et là. Fabien Billan, j'ai 34 ans et j'ai joué pendant plus de 20 ans au Guermeur. Donc ouais, j'ai côtoyé Eugénie Sommer au Guermeur. Moi numéro 9, elle plutôt numéro 10. À récupérer les ballons, à organiser le jeu et puis à donner aux attaquants pour finir ou quand c'est elle-même qui finissait, quand elle n'avait pas besoin des autres. C'était regardez les gars, ils ont une fille, faut qu'on joue tout sur elle. Et puis malheureusement pour eux, les 2-3 premiers ballons, c'était trop pour eux quoi. Oh les mecs, vous avez vu, il y a une fille dans l'équipe. Ah alors, l'air de dire on va leur mettre la palée quoi. Sauf que la palée, c'est eux qui la prenaient. Et en plus, elle marquait les buts. Honnêtement, il y avait déjà une vraie différence. Parce qu'elle était tellement complète, elle avait pied droit, pied gauche, la tête, elle avait énormément d'envie. Peut-être justement pour prouver encore plus qu'elle pouvait jouer avec nous. Et sur le terrain, c'était des ravages quoi. Elle prenait beaucoup de coups, mais non, elle disait rien. Elle tombait, elle se relevait, et elle continuait. Moi, je m'appelle Bernard Rousseau. Ouais. Donc, c'est moi qui ai fondé le club au Guermeur. Je suis un des fondateurs du club. En 67. C'était une très bonne joueuse, ça c'est sûr. Au niveau goal, elle était largement au niveau des goals. Elle jouait attaquante avec moi, parce que comme j'avais 2 filles déjà dans l'équipe, on était pris pour des charlots, un petit peu. On se disait, ouais, moi, 2 filles, si vous les battez pas, c'est la fin. Mais ils tombaient sur des os, parce que. C'est le cas de le dire, parce qu'ils prenaient des bruits avec nous. Les dirigeants d'en face, vous avez vu, vous avez des adversaires chez des filles, vous faites battre avec des filles. Donc voilà, nous allons faire la visite du dojo de Saint-Mathurin à Pleumeur, là où Eugénie a passé 2 saisons avec nous. Je suis donc diplômé d'État, donc je suis professeur de judo. Et on a formé, avec des collègues, on a formé Eugénie pour qu'elle puisse concourir à des championnats, et notamment celui des Benjamins, où je suis pratiquement persuadé, elle a brillé, elle a dû faire le podium. Alors première, je ne suis pas certain, mais sûr et certain, elle a fait un podium en Benjamin. Et de mémoire, elle est ceinture bleue. Alors c'était une petite fille, elle était toute gringalette, c'était vraiment comme une crevette, mais qui avait une tonicité remarquable. Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé après dans le foot. Hein. Et donc, ils étaient en majorité que des garçons. Et Eugénie tenait la dragée haute aux garçons qui la prenaient peut-être un petit peu de haut. Non, ça a été que du bonheur pendant 2 saisons. Après, Eugénie a dû faire un choix. Je lui ai même dit à un moment donné, il faudrait que tu choisisses. Et on peut pas exceller partout. Elle a travaillé son judo. Hein. Moi, j'en ai jamais fait, je sais pas, mais je suppose que c'est pour arriver à un niveau, au niveau technique, tout ça, faut quand même bosser. Hein. Et elle a commencé à 4 ans, hein, donc arrivée à 12 ans, on a quand même des acquis. Ça devient sérieux là. Comme elle perçait, elle ne pouvait pas faire les deux. Il a fallu faire le choix. Elle a fait son choix, le bon choix, preuve en est. Et je savais que c'était le foot qu'elle aurait pris, parce que l'engouement était supérieur. Elle préférait le foot au judo. Elle s'épanouissait, je pense, davantage dans le foot qu'au judo.
Eugénie Le joli. l'enchaînement et l'ouverture du score directement d'Eugénie Le La qualité, c'est juste magnifique, quoi. Les appuis, c'est sûr que c'est des appuis d'enfer. Olympique Lyonnais. Oh, le coup du sombrero, l'enchaînement somptueux d'Eugénie Le Sommer, sombrero pied droit, reprise de volet pied gauche. À un moment donné, il a fallu se poser la question de comment concilier les deux, les études et puis le football. Donc il n'y avait pas beaucoup d'options à ce moment-là. La SPTT Vannes, qui avait un club féminin, et qui avait le collège-lycée de Julie Simon, où elle pouvait être pensionnaire et en même temps continuer sa passion du football, quoi. Françoise Oisif, donc anciennement conseillère technique régionale. Donc ma principale mission, en effet, c'était de détecter les joueuses du futur, les bonnes joueuses, les joueuses à talent. Voilà, c'est ici qu'Eugénie a fait toute sa préformation. Elle avait commencé un petit peu sur Lorient. L'idée, c'était de la laisser jouer avec les garçons le plus longtemps possible, et puis de l'amener petit à petit pour la 5e, 4e, 3e ici, qui était une structure sport-études. Donc on réunissait les meilleures joueuses ici sur le plan régional, donc ça venait de toute la Bretagne. Il y avait une détection qui était mise en place avec des tests. Voilà, ici on détectait, on accompagnait, on formait les joueuses qui, pour moi, avaient le profil d'aller vers le haut niveau. Je connais Eugénie depuis un paquet d'années maintenant. C'est depuis 2001 que j'ai commencé à jouer avec elle. Les souvenirs, c'était trop marrant. Donc on allait en cours. Après, on avait c'était dans un carton, on avait notre goûter. On partait dans le minibus. Ouais, l'internat à Vannes était incroyable. Toutes les périodes, j'ai envie de dire, d'internat, de pension, de rassemblement où on dormait ensemble, c'était incroyable. C'était même pas des chambres, c'était des box avec des rideaux. Donc en fait, on sortait de notre lit, on allait dans les box, on faisait c'était vraiment top, ouais. Bon, on faisait que du foot, on était noyés là-dedans. C'était une période où il y avait le foot à l'internat, mais où il y avait aussi les sélections et les autres rassemblements autour. Donc ouais, c'était dingue. Elle était tellement contente d'être là que elle se disait enfin, quoi, j'ai un pied déjà dedans, quoi. Je vais pouvoir m'éclater, faire du foot. Foot, quoi. Puis elle était avec des filles qui étaient comme elle, qui aimaient bien le foot. Donc au niveau affinité, c'est mieux aussi. On se comprend mieux. Elle jouait avec la Ligue de Bretagne et elle devait avoir, je sais pas, 15-16 ans. Et nous, on était le club phare, Stade Briochin à l'époque. Et puis, il fallait qu'on joue contre les petites jeunes de la Ligue. Et puis, on avait entendu parler d'Eugénie et elles nous ont battus assez facilement. Et c'est vrai que ça a été très, très difficile sur le terrain, surtout qu'elle était dans ma zone, de la contenir. Donc là, tout de suite, on a vu la différence. Vraiment un noyau dur et un noyau dur aussi en amitié. Donc l'idée est venue comme ça, de se dire tiens, pourquoi pas essayer d'avoir un club support qui permette à toutes ces joueuses de jouer ensemble, puisque le niveau était vraiment intéressant. On a vraiment voulu faire une équipe. Donc Lorient s'y prêtait bien, parce que Lorient c'est un club aussi avec une vraie philosophie de jeu, une vraie méthodologie de travail. Donc ça nous permettait d'avoir aussi un club support pour pouvoir le faire. Moi, j'avais vraiment conscience qu'au niveau de la pratique féminine, il y avait encore des réticences. Voilà, donc je savais qu'à travers ce projet, ça pouvait ouvrir peut-être d'autres portes à d'autres clubs, voilà, de pouvoir le faire. J'étais persuadée, et nous étions persuadés même au niveau technique, que nos U17 féminines pouvaient rivaliser avec les U17 garçons. Donc à l'époque, je pense que les gens, ils tiquent un peu, hein, parce que elle est folle. Ça se fait, on commence, on gagne des matchs. Et je me rappellerai toujours, on fait un match. Donc le coach, il dit oh, allez les gars, on fait le match, machin, on gagne. Et nous, les filles, on se souviendra tout le temps, le coach, il dit bon allez les filles, on rentre au vestiaire, à ces garçons. Donc il y avait beaucoup d'engagement, parce que les garçons supportaient pas forcément toujours d'être soit, on va dire, malmenés par une équipe complétée que par des joueuses. Parce qu'à l'époque, c'était les filles qui jouent au foot, on était mal vues. On nous appelait, à l'internat, on nous appelait les footeuses de bordel. Quand on jouait sur le terrain, les garçons, ils se foutaient de nous. Enfin, des fois, c'était pas facile. Et nous, notre motivation, en fait, c'était pour les faire taire, c'était d'être meilleurs qu'eux. Au-delà du foot,
Moi, ce que ça nous a aussi apporté en plus, que j'avais pas forcément beaucoup perçu, c'est qu'ils s'attendaient pas déjà, les garçons, à avoir une équipe que de filles. Les garçons, en tout cas, ont perçu que les filles, même du même âge, pouvaient rivaliser avec eux. Donc voilà, peut-être un œil différent sur la pratique féminine. Et la deuxième des choses, c'est aussi le public, parce qu'on a aussi rencontré des terrains où c'était pas forcément favorable pour nous. En plus, on était le FC Lorient. Vous savez, quand on a une image d'un club pro, tout de suite, c'est quelquefois pas forcément très bien perçu. Là, vraiment, j'avoue qu'on a eu vraiment ces deux impacts-là, sur et le public et les joueurs, l'environnement un peu des terrains sur lesquels on jouait. On a essayé de mettre Eugénie dans l'embarras ici. Voilà, on lui a créé des problèmes, puisqu'elle est entourée de d'autres bonnes joueuses. Je ne dis pas que ce n'était pas le cas avec les garçons, mais les garçons, elle était très respectée. Sauf qu'ici, elle avait des joueuses d'excellente qualité. On avait une excellente promotion, des joueuses qui lui répondaient sur le plan physique, technique et tactique. Eugénie, elle avait quelque chose de plus. Eugénie, on ne s'est pas trompé. On savait qu'elle allait aller vers le haut niveau. Enfin, on savait qu'elle voulait percer, ça c'est sûr. Mais après, le truc, c'est que avant, footballeuse professionnelle, ça existait pas. C'était impossible. On leur a expliqué ce qu'était le haut niveau. Pour celles qui souhaitaient aller à Clairefontaine, parce que l'objectif d'ici, c'était de rentrer à Clairefontaine. Ce qu'a fait Eugénie pendant une année, c'était son objectif. Moi, je lui avais dit, écoute Eugénie, je pense que tu as les capacités pour y aller, avec d'autres peut-être, mais toi, tu les as certainement un peu plus que les autres. Clairefontaine est le Centre national féminin d'entraînement, donc le pôle France. Ce sont les meilleures joueuses qui ont été détectées au niveau des interligues, qui après font des stages. Souvent, on mêlait ça un peu avec le stage national de la catégorie. Et ensuite, les meilleurs vraiment rentrés au pôle France. C'est dans la continuité du mouvement qu'elle a et elle enchaînait pas mal de sélections France en jeune, il me semble, à cette période-là. Et puis je reçois un coup de fil un jour à Clairefontaine d'Eugénie qui était en pleurs. Elle n'était pas bien, ça n'allait pas. Ça n'a pas été une réussite pour elle. Et on sentait qu'elle n'était pas épanouie. Et qu'elle était contente de rentrer en week-end, très contente même, et qu'elle avait même le cafard de repartir. On avait un peu perdu Eugénie sur cette année-là, vraiment, sur son année à Clairefontaine. Elle était beaucoup moins souriante, beaucoup moins joyeuse. Voilà, elle nous retrouvait quand même avec plaisir le week-end, mais on sentait que dès qu'il fallait retourner à Clairefontaine, c'était plus difficile. On avait un peu mis de côté ce côté humain. Voilà. Il fallait faire comme les garçons. Et là-bas, c'était travailler. C'était un peu du rentre-dedans. C'était compliqué. Pourtant, elle faisait ce qu'elle aimait, hein, mais je pense c'était dans l'état d'esprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour elle. Et puis elle me dit, mais écoute Françoise, je ne pourrais pas aller en équipe de France si je quitte Clairefontaine. Et je dis, écoute Eugénie, on prend la décision ensemble avec tes parents. Si tu souhaites quitter, on quitte Clairefontaine. Tant pis, Eugénie, tu ne seras peut-être pas en équipe de France pendant sur une ou deux sélections, mais on va vite te récupérer. Et je crois que ça a été pour elle un tremplin. Sur le plan, elle s'est dit, je peux peut-être réussir même en ne restant pas à Clairefontaine. Et je pense qu'elle s'est donné encore peut-être davantage de moyens dans le travail pour réussir. Elle a mis tous les moyens de son côté pour y arriver, et ça l'a fait. Ça s'est déclaré vers minuit. J'avais les deux petites qui étaient couchées et Eugénie et son frère qui regardaient un film à la télé. C'était un samedi soir. Comme le terrain était très, très grand, j'étais au fond de la parcelle en train de ranger mes conteneurs à poubelle et puis il y avait de la tempête. Et j'ai entendu crier. Et au début, je croyais qu'il y avait une fête chez les voisins parce qu'il y avait des voisins qui avaient un repas. Et en fait, ça venait de chez moi. Et quand je me suis rendu compte, je suis partie en courant. Il y avait déjà des flammes qui partaient dans tous les sens. Je suis rentrée, je ne sais pas comment déjà j'ai fait, parce que j'ai marché dans les flammes, parce que l'escalier était déjà en feu. Alors Eugénie et son frère ont sauté par la fenêtre, et les deux petites sont restées coincées dans la chambre. J'ai réussi à sortir la plus jeune en la traînant tout de suite dehors, et je suis retournée chercher l'autre qui s'était enfermée dans la chambre. Sur le coup, on dit, tu te rends compte, j'ai plus rien, j'ai plus de photos, j'ai plus rien, les souvenirs de mes parents, machin, tout ça. On n'a plus rien. De son enfance, on n'a plus rien. Mais j'ai vu tellement après de faits divers, je me suis dit, non, mais attends, il faut arrêter, quoi. Les albums photos, c'est rien par rapport à une vie, quoi. Ce que je regrette, c'est la collection de coupes d'Eugénie,
qui était impressionnante quand même. Elle prenait la moitié du grenier, elle toute seule, avec ses médailles. Parce que ça commençait à faire beaucoup. Elle était à Clairefontaine à ce moment-là. Elle en avait des coupes. Hein. Et des coupes personnelles, beaucoup aussi. Mais on relativise beaucoup. Eugénie a quitté Clairefontaine, elle est revenue à Rennes avec ses potes. C'est là où elle fait la rencontre de son futur mari d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça l'a aidé à bien rebondir. Donc en fait on était dans le même lycée, au lycée Bricquigny à Rennes. Mais pas dans la même classe. On avait des amis en commun et on s'est rencontrés au cours d'une soirée. On a fait connaissance et puis au fur et à mesure, du coup, on a commencé à sortir ensemble à ce moment-là. Je pense qu'elle, ça s'est vu qu'elle était quand même beaucoup plus à l'aise en revenant. On voyait quand même que l'année avait été compliquée. Mais on sent que quand elle revient, ouais, elle est contente de revenir avec nous. Puis l'année à Bricquigny, après, elle est top aussi parce qu'on est à nouveau presque toutes réunies en même temps. Donc c'est top. Quand elle est arrivée au lycée à Bricquigny, section sportive, elle s'est dit il faut que je joue dans le meilleur club. Le meilleur club à l'époque en Bretagne, c'était Saint-Brieuc. C'était Sonia Aziraj qu'elle connaissait en tant qu'entraîneur qui était à Saint-Brieuc. Pour elle, c'était incontournable. Il fallait qu'elle signe à Saint-Brieuc, qui était un petit peu sa région morbihannaise, mais voilà, elle était à nouveau dans un club qui allait la révéler. Moi, j'étais peut-être aussi à un virage, et puis Saint-Brieuc me contacte pour être entraîneur en D1. Et puis en effet, quelques-unes comme Eugénie, Mathilde Meur, Priscilla Hamon, enfin voilà, ça fait partie des joueuses qui aussi ont suivi. On débarquait à Saint-Brieuc, niveau D1, on se dit oh là là. Puis là, direct, on a vu de toute façon qu'il y avait quelque chose à faire. Ça se passe plutôt bien et on est plutôt satisfaite d'avoir pris la décision d'aller à Saint-Brieuc du coup. La photo officielle de l'équipe de D1 du Stade Briochin. On l'envoie Eugénie, ici. Je suis là, et là il y a Mathilde. Et du coup c'était Sonia qu'on avait suivi là-bas. Du matin au soir, elle faisait du sport pour sa formation, elle faisait du foot le soir, elle revenait, le lendemain c'était pareil. Et après le week-end, le match, donc il n'y avait que ça en fait. C'était vraiment des semaines 100% sport, 100% foot, il n'y avait rien d'autre. C'est génial, c'est une chance, tu voyages tous les week-ends, tu t'entraînes beaucoup, le soir tu rentres du travail, tu t'entraînes. C'était un plaisir de lui donner des ballons aussi, hein, toujours envie de marquer, toujours. Elle nous a fait gagner des matchs quand même qui étaient sympas, à Juvisy. Voilà, c'était 3 ans super. Et vous retrouvez un numéro 8, c'est Sonia Aziraj, l'entraîneur de cette équipe de Saint-Brieuc, qui est également donc joueuse, une jeune joueuse. Bonne joueuse, cette Eugénie Le Sommer. Numéro 10. Ouais. Je sens qu'elle était à l'aise avec le ballon. Bah oui, ils ont commencé à s'intéresser à son cas, parce qu'ils ont vu que dans un petit club, quand même, Saint-Brieuc, c'était pas une équipe de vedettes. Elle arrivait à sortir et à marquer des buts. Elle marquait énormément de buts, alors que elle allait les chercher beaucoup, ces buts. Hein. Et là, ils ont commencé à s'intéresser à son cas. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Et puis, jusqu'au jour où il y a des dirigeants qui ont tapé à la porte. Quoi. Il y a 2 gros projets, c'est Paris et Lyon. Sauf que Lyon, il n'y a pas photo, c'est une meilleure équipe. Le contrat est meilleur, les infrastructures sont meilleures. Jean-Michel Aulas qui la reçoit, qui est une personnalité du football français et du football international, qui veut faire gagner son équipe, qui lui dit tout de suite quand il la reçoit « Je veux que tu sois dans l'équipe qui gagnera avec des champions en mai prochain ». Et c'est comme un rêve parce que quelques années auparavant, elle ne pouvait pas imaginer que ça existait, ce type de projet, ce type d'équipe. C'est un vrai aboutissement de pouvoir signer à Lyon. Je pense que c'est l'une des plus grandes attaquantes qu'on aura au niveau du championnat français dans quelques années. J'ai grandi comme ça en me disant qu'il fallait que je prouve que les filles pouvaient jouer au foot parce que j'entendais toujours « mais t'es une fille, tu fais du foot, c'est bizarre ». Enfin, le regard des gens était complètement différent à l'époque. Le Sommer pour bien joué. Oh, quel but! Oh, la
frappant de pleine lucarne d'Eugénie Le Sommer juste avant la pause. Je pense que c'est une chance dans la vie de faire ce que t'aimes et de vivre de ta passion. Il n'y a rien de plus beau. Je suis fière de mon parcours avec l'OL et fière d'en être là où je suis arrivée, même si c'est pas terminé. J'avais envie de vivre une nouvelle expérience. C'est que du bonheur. On nous dit souvent, vous en avez pas marre de gagner. Non, on n'a pas marre. Regardez notre joie encore aujourd'hui. C'était qu'un rêve en fait et j'ai réussi à le réaliser parce que il y a eu des pionnières avant moi qui se sont battues pour que ça arrive et j'ai eu la chance de tomber dans cette époque.